suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, très heureux de pouvoir accueillir Michel Ledeuf et Francis Dupuy-Derry qui seront nos intervenants du jour. Mais peut-être en guise d'introduction, rappeler tout d'abord qui je suis. Donc je suis sociologue, sociologue au Réseau Virage et à l'ESEIS, École de travail social de Strasbourg. Et l'idée de ce cycle de 3 webinaires sur le masculinisme, il émerge de discussions avec les collègues du Réseau Virage, éducateurs, éducatrices, psychologues, médiatrices, sur mais qu'est-ce qu'on constate en ce moment? Pourquoi on constate un discours antiféministe qui se développe dans notre clinique, dans les ados qu'on accompagne? Et on est un peu troublé puisque c'est quelque chose qui semble croiser plusieurs formes de radicalité et qui se voilà et qui nous interroge. C'est quelque chose qu'on voit émerger depuis 1 an, 2 ans, relativement récent, en tout cas de manière beaucoup plus fondamentale qu'avant. Et on ne sait pas trop quoi faire. Donc, comme souvent dans ce genre de cas au Réseau Virage, on se dit, ben, on va faire intervenir des gens qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce qu'on constate. Ce qu'on constate, c'est donc à la fois des ados plutôt orientés vers des mouvements identitaires d'extrême droite, des ados plutôt orientés sur un islam radical, qui vont développer des discours voilà, des discours antiféministes, qui vont expliquer qu'il y a une crise de la masculinité, de la masculinité. Euh, et voilà, et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler. Quand on a un petit peu recherché avec les collègues autour de ce grand concept masculinisme, on a vu émerger des concepts conjoints comme manosphère, comme les incels, évidemment les masculinistes. Et donc, on a commencé à rechercher, on s'est dit là, il y a quand même quelque chose qui nous interroge, quelque chose qui nous semble venir, qui nous semble être importé de nos amis outre-Atlantique. Peut-être que Monsieur Dupuy-Derry pourra nous en dire un mot, lui qui est franco-québécois. Euh, et, et en continuant de rechercher, vous avez peut-être déjà toutes et tous vu la série Adolescence. Je me demande si nos intervenants du jour l'ont vu. Est-ce que dans cette série anglaise, on voit apparaître un adolescent qui, a priori, aurait tué une autre adolescente de son âge. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup touché, qui était une scène dans laquelle le fils du policier, qui enquête sur le meurtre, donc le policier enquête sur le meurtre, et il a un ado qui est dans le même collège que les ados victimes et meurtriers. Qui va voir son père et qui lui dit, mais papa, tu n'as rien compris à l'affaire. Tu passes à côté tu passes à côté de toute l'affaire parce que t'as pas compris que c'est suite à des emojis utilisés dans des échanges entre les deux ados sur Instagram que le meurtre a été commis. Ces emojis auraient remis en cause la virilité du garçon qui n'aurait pas supporté ça et aurait assassiné la fille. C'est une scène que je trouve très touchante parce que elle montre, je crois, assez bien comment ce policier n'avait rien compris, mais souvent, comment souvent nous-mêmes, travailleurs sociaux, psy, profs, nous avons du mal à comprendre ce qui se joue chez ces ados, leur code. Et, euh, et j'espère que on en saura plus après ce cycle de webinaire. Euh, on a aussi vu récemment, après le meurtre de Charlie Kirk, comment est-ce que ce discours masculiniste euh, se diffuse de manière gigantesque aux États-Unis, soutenu par le président lui-même. Et on se dit que nous autres, voilà, pauvres professionnels, enfin, en tout cas, on se sent souvent très démunis. Bon, c'est pour ça on s'est dit, bon, on va demander à des gens de nous raconter ce que eux, ils ont compris sur le masculinisme.
Aujourd'hui, c'est un cycle où on va pouvoir aborder à la fois la dimension philosophique, historique et sociologique du masculinisme, avec Monsieur Dupuy-Derry et Madame Ledeuf que je vais présenter tout de suite. Mais vous rappelez qu'il y a deux autres webinaires qui vont arriver. Le premier, le 27 novembre, autour des dynamiques psychiques. On va avoir deux psychiatres, le docteur Bilot et le docteur Efez, qui vont nous présenter, eux, leurs réflexions du point de vue du point de vue psychiatrique et psychique. Et le dernier webinaire, avec Pauline Ferrari et la sociologue Virginie Lecor autour des discours masculins, des modalités de diffusion des discours masculinistes et de la manière dont nous, en tout cas j'espère, dont nous professionnels, on peut prendre ça, on peut comprendre ce qui se passe et on peut accompagner ça. Voilà, donc trois webinaires, hein, le dernier étant le 11 décembre. Je vous invite évidemment à vous y inscrire dès que vous recevrez l'invitation. Mais revenons à nos intervenants du jour. J'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants et tout d'abord Michel Ledeuf. Alors Michel Ledeuf, alors je sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est une institution. C'est une philosophe et féministe française. Elle a été maîtresse de conférences à l'École normale supérieure, professeur d'études féminines. D'ailleurs, c'est rigolo comme concept, hein, études féminines, à l'Université de Genève, professeur à Oxford, puis directrice de recherche au CNRS. C'est donc une grande madame du féminisme et de la réflexion philosophique sur la place des femmes dans la philosophie et dans la société, sur la manière dont la philosophie peut nous permettre de penser le préjugé patriarcal. Et c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, je suis très très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Et en plus, tenez-vous bien, c'est elle qui en 1989, dans un bouquin qui s'appelle L'étude et le rouet, forge et développe, à ma connaissance pour la première fois, mais peut-être qu'elle va me contredire, le concept de masculinisme, voilà, par lequel elle désigne la création de concepts, de catégories, de savoirs découpés sur les intérêts des hommes. Donc c'est pas forcément exactement la manière dont on le pense aujourd'hui, le courant masculiniste qu'on pense aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment important et intéressant de revenir aux origines de ce concept-là, et on a la chance d'avoir celle qui l'a inventé, peut-être, en tout cas, sera-t-elle d'accord avec moi. Je signale aussi la parution très récemment de trois essais publiés dans un ouvrage au titre très chouette qui s'appelle Cheveux longs, idées courtes, sexisme, philosophie et culture du viol, qui vient de paraître aux éditions Payot, là. Madame Ledeuf a une écriture très vive, très, très ironique, pleine d'humour. Vraiment, je vous le recommande. Et enfin, pour celles et ceux qui sont moins fans de lecture, il y a un chouette podcast qui est sorti qui s'appelle Sur la brèche, où elle est interviewée. Voilà, c'est un podcast assez large sur son œuvre. Voilà. Donc ça, c'est pour Michel Ledeuf. Merci beaucoup, madame, d'être parmi nous. Mais c'est un plaisir. J'accueille aussi Francis Dupuy-Derry, donc qui est politiste, chercheur franco-canadien à l'Université de Québec à Montréal, qu'on appelle de manière plus courte l'UQAM, dans le département de Sciences Po. C'est aussi un grand monsieur de l'analyse et de l'analyse sociologique du masculinisme et de la soi-disant crise de la masculinité. Il a publié plusieurs ouvrages et plusieurs articles que je vous recommande, qu'on trouve sur Cairn, entre autres. Je vous recommande particulièrement Le discours de la crise de la masculinité comme refus de l'égalité entre les sexes. Un article qui est un peu ancien, 2012, dans les cahiers du genre, mais qui est enfin, en tout cas pour moi, un des premiers articles qui a décrit cette mouvance-là pour nous. Français de métropole. Voilà, c'est un article que je trouve important. Plus récemment, Suprématie mâle, histoire d'un concept, où il va croiser, entre autres,
le concept d'intersectionnalité, c'est-à-dire comment est-ce que le féminisme, les différentes dominations s'entrecroisent et se croisent dans le suprématisme mâle. Voilà. Pour celles et ceux qui n'aiment pas lire, j'ai vu en fouillant un petit peu Internet que Monsieur Dupuy-Derry a été invité de l'émission Zoom Zoom Zen sur France Inter le 29 mars 2024. Voilà, pour celles et ceux qui préfèrent, ça peut être aussi une solution pour découvrir l'œuvre et la pensée de Monsieur Dupuy-Derry. Merci à vous d'être parmi nous. Eh bien, voilà, j'ai assez parlé. Je vais donner la parole pour commencer à Madame Ledoff. Alors, est-ce que j'ai dit des énormes bêtises? Qu'est-ce que Michel Ledoff pense et comment est-ce que Michel Ledoff conceptualise ce concept-là de masculinisme? Et est-ce que c'est bien vous qui l'avez inventé? Eh bien, je crois que oui, mais allez savoir. Il peut très bien y avoir dans un article euh, 10 ans auparavant et avec un autre sens, une petite remarque en passant. À ma connaissance, je crois l'avoir inventé. Et ça n'était pas du tout un point de vue sociologique, ni un point de vue d'historienne. C'était un geste éthique, foncièrement et philosophique. C'est-à-dire, en gros, je voulais dire que être né avec des chromosomes Y n'est pas un destin, n'est pas une fatalité, et qu'il faut faire la distinction entre masculin et masculiniste. Vous comprenez, on avait beaucoup travaillé du côté du mouvement des femmes à la contestation de la nature femme. Bon, très bien, mais il fallait le symétrique, c'est-à-dire dire aussi qu'il n'y a pas une nature masculine qui vous engage à faire des bêtises, à dire des âneries et à freiner le progrès de l'égalité. Bon, et j'ai été inspirée pour insister sur cette affaire par quelques hommes qui, justement, étaient des types sympas, qui essayaient de comprendre ce que je cherchais, ce que j'écrivais, qui s'amusaient ferme quelquefois en me voyant, par exemple, contester Jean-Paul Sartre. C'était assez audacieux, mais justement, ça pouvait permettre une franche rigolade. Euh, et surtout qui n'était pas borné, qui n'était pas idiot et qui concevait très bien la distinction entre masculin et masculinisme. Donc voilà en gros le geste que j'ai accompli en posant ce concept. Et je continue à dire que oui, on peut naître avec un chromosome Y et néanmoins ne pas être totalement borné. Voilà. Euh, mais évidemment, il y a le risque d'être contaminé par le masculinisme ambiant, dont je dirais que c'est une maladie contingente, on peut ne pas l'attraper, mais c'est une maladie très contagieuse. Dans mon observation, j'ai surtout senti que des jeunes hommes, alors moi je n'ai jamais eu vraiment des ados dans mes cours, hein, mais des jeunes hommes qui étaient sympas au départ, très sympas, pouvaient être pervertis par ce genre par des idéologies réactionnaires, mais en groupe. Je n'ai encore jamais vu un type se mettre tout seul à tout à coup passer d'attitude sympathique à
un refus complet des revendications féministes, des idées féministes et tout ça. Et, euh, et je classerais volontiers le masculinisme aujourd'hui comme maladie contagieuse évitable. Alors, évidemment, vous êtes confronté à une réalité du quotidien. Vous voyez des adolescents, garçons, qui tombent dans les représentations de suprématie mâle et toutes sortes de choses. Alors, si moi qui ne suis pas en contact avec cette réalité sociale, je viens dire c'est une maladie évitable, après tout, vous avez le droit de dire que j'en prends à mon aise puisqu'il n'y en a pas dans l'environnement. Mais tout de même, il faut voir la contingence de, euh, de la contamination. Et ce n'est pas seulement les gamins, euh, c'est, j'ai vu ça chez des étudiants aussi, comment en groupe, tout à coup, des étudiants qui étaient gentils, tout à coup, ils se mettent à rejeter le féminisme, ils se mettent à dire, je ne peux pas lire ça, pas, mais c'était dans une structure, c'est-à-dire ils étaient sous le coup d'une fascination éprouvée à l'égard d'un camarade un peu plus âgé qu'eux, qui s'était érigé en coq de village, un peu macho en diable, et qui impressionnait, alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison, mais qui impressionnait ses petits camarades par son machisme et qui les faisait passer de son côté avec quelquefois des rêves de boulot mieux payé. Que voulez-vous, quand on est agrégé de philo, ben on se retrouve, oui, évidemment, à enseigner dans des lycées et avec les salaires qui ne sont pas si congrus que ça tout de même, mais les salaires légèrement modestes de l'éducation nationale. Et tout à coup, on se laisse bercer par l'idée que, en affirmant une position de refus du féminisme et de recherche de la suprématie mâle, on va avoir un boulot plus intéressant, mieux payé et dans des branches plutôt sympas. Alors j'ai vu ça et je dois dire que j'en ai été épouvantée, mais pendant ce temps-là, je voyais la, le phénomène inverse, c'est-à-dire, euh, Monsieur Dupuy-Derry, vous avez peut-être croisé Raymond Klibanski du côté de Montréal ou pas, je ne sais pas, mais Raymond Klibanski, né en 1905, a été un ami, enfin, il m'a accordé son amitié pendant 20 ans et jusqu'à sa mort. Et lui, c'était extraordinaire. Il comprenait tout ce que j'étais en train de fabriquer et ce que je cherchais. Et j'ai découvert tout de même, au bout d'un certain temps, qu'il avait bénéficié, quand il était étudiant adolescent, de, de contacts amicaux et assez. Il a été un peu enfant de la maison chez Marianne Weber, la veuve de Max, et c'était une grande militante des droits des femmes. Là, je parle évidemment de Heidelberg euh, dans les années 20, mais au contact de Marianne Weber, il avait développé ses idées, son cerveau. Il était devenu vraiment
très lucide et très clair sur la question de l'égalité des sexes et sur la question de ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Alors, avec Raymond Klibanski, je pouvais être sûre que le masculinisme n'est pas une destinée inéluctable pour quelqu'un qui a un chromosome Y. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, évidemment, vous avez un travail de terrain derrière vous, vous êtes en contact avec les gamins que cela rend plus ou moins délirant, mais je maintiens le geste philosophique et éthique. Je me refuse à dire que les hommes sont condamnés à devenir des Donald Trumps ou des, ou des gens comme ça. Bon, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, de manière fort brillante, parce que on, on- c'est une réflexion. On est quoi? On est dans les années, fin des années 80. Et dans les années 80, j'ai commencé à écrire l'étude de Lerouet en 86 et il a été publié en 89. Et c'est vrai que ce que vous dites est intéressant dans le. Alors, je suis pas un spécialiste de l'histoire du féminisme, mais effectivement, la réflexion qui est de se dire que pour déconstruire le genre, il faut en passer par la déconstruction du côté féminin, mais aussi du côté masculin. Et donc, ce que vous proposez là est, je crois, en tout cas, salvateur, mais surtout, ça, vous avez commencé cette réflexion très très tôt. Et je pense que de nombreuses féministes actuelles retrouvent dans votre propos et dans ces ouvrages des années 80, voilà, enfin, en tout cas, renieraient pas ces ouvrages-là, quoi. Euh, mais alors moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que ce que vous voyez de l'évolution actuelle du monde et ce que vous nous décrivez comme un optimisme, peut-être, alors peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce terme, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'un espèce d'optimisme ontologique. Il faut absolument croire que c'est possible. Bah, là, enfin, alors moi, avec mon regard de sociologue, mais j'ai envie de dire, il faut quand même être enfin, un peu aveugle peut-être pour rester optimiste. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la mort de Charlie Kirk et le type de discours qui sont tenus face au monde du président de la première puissance mondiale, enfin, c'est quand même flippant. Et comment est-ce que vous lisez un peu cette évolution-là? Le concept de masculiniste tel que vous le développez dans l'étude et le Rouet, euh, et le concept de masculiniste tel qu'aujourd'hui il est travaillé par exemple par Francis Dupuy-Déry, voilà, comment vous voyez cette évolution, vous, avec le recul qui est le vôtre, voilà. Euh, Moi, j'ai poussé l'optimisme et vous avez raison de souligner que mon point de vue est terriblement optimiste. Bon, mais j'ai poussé l'optimisme jusqu'à essayer d'analyser le masculinisme chez les grands de la Terre, c'est-à-dire chez les philosophes, en disant, mais il aurait pu tout de même être moins idiot que ça. C'est-à-dire que vous vous occupez, et vous avez raison de vous en occuper, de, euh, de questions sur le terrain, avec des mômes, mais moi, je me disais, si on ne porte pas un regard critique sur le haut de la pyramide sociale intellectuelle, alors il y a là du levain qui pourrait faire recommencer tout ce cycle de bêtises et de bêtises agressives. Et donc, je me suis spécialisée dans
l'histoire de la philo en traquant les collègues du temps jadis ou d'aujourd'hui pour leur demander des comptes, en me disant, au fond, les sociologues peuvent vraiment faire des choses sur leur domaine, mais en histoire de la philo, après tout, c'est ma spécialité et il faut que j'y aille parce que personne n'aurait envie de s'y mettre, personne ne manifeste une envie. D'où l'analyse du viol de Lucrèce tel que vu par Leibniz dans mon dernier petit bouquin Cheveux longs et des courtes, où j'ai montré que oui, les, on peut être un philosophe et des plus distingués et néanmoins être totalement aveugle à l'horreur du viol de Lucrèce. Et donc, voilà, j'ai pensé qu'il fallait s'attaquer aussi à la culture dite érudite, dite distinguée, et en sachant très bien que d'autres s'occupent de d'autres niveaux de sociabilité et de socialisation. Alors, évidemment, c'était prendre le risque de me mettre un peu à l'écart de la communauté intellectuelle dont je suis supposée relever. Il y a tout de même parmi nos anciens étudiants des gens qui ne supportent pas qu'on critique ou Spinoza ou Leibniz ou Auguste Comte et bon, Et Sartre, vous avez touché à Sartre, Michel Ledeuf. oui, j'ai touché à Sartre et à plusieurs reprises en fait. Il y avait déjà eu des articles sur Sartre où je laissais entendre que il était miraculeux que Simone de Beauvoir ait réussi à se sortir de là. Bon, Simone n'était pas du tout d'accord, mais ça, c'est pas grave. Euh, et parce qu'elle a continué à penser le plus grand bien de Sartre jusqu'à la fin. Mais bon, euh, j'ai touché à Sartre une gloire nationale, rendez-vous compte. En plus, Bravo. pas seulement le type qui a raflé toute la lumière des spotlights du XXe siècle, mais en plus, parisien, français, rive gauche et, et emblème de notre fierté nationale. Tant pis. Bon, j'ai pris des risques en question en me disant j'ai de la chance de trouver un éditeur avec de la nitroglycérine pareille, d'accord, mais voilà, j'ai pris ces risques, j'ai réussi à survivre et à, et à m'amuser très follement aussi. Si je vous suis, l'idée un petit peu de votre pensée, c'est de se dire que les philosophes, les manières de voir le monde qu'ils amènent imprègnent la société et le masculinisme s'inspire de ces manières de voir le monde, et ce, dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous devons, certes, d'accompagner des ados, etc., mais aussi euh, de déconstruire ce que ces grands du monde, qui sont très souvent des hommes, disent de masculinistes dans leurs ouvrages, tels que Le viol de Lucrèce chez Leibniz, etc. C'est bien ça, j'ai bien compris. Et peut-être encore pire, c'est-à-dire si on considère que la philosophie se légitime comme une culture de l'esprit critique, et c'est ce que devrait être la philosophie,
Alors, on remarque qu'elle n'est pas conforme à cet idéal, puisqu'elle elle n'est en rien critique du sexisme ordinaire. Voyez Sartre, voyez Leibniz, et que euh, elle n'existera véritablement que lorsqu'elle se gardera de, d'attitudes comme ça. C'est-à-dire, on met beaucoup d'espoir dans la philosophie, mais voilà le résultat. Quand elle achoppe et qu'elle ne sait pas comment se déprendre elle-même de postures de dominant, à ce moment-là, elle déçoit et elle n'est plus ce qu'on devrait trouver. Donc, voilà, c'est ça à peu près. Ok. Donc, parce que, on a un participant qui posait la question, mais voilà, le masculinisme actuel n'est-il pas une réaction de la dernière vague féministe, post-MeToo, etc. Alors, question sur laquelle Monsieur Dupuy-Derry reviendra certainement. Mais c'est vrai que ce qui est pas évident c'est qu'on a l'impression comme ça d'une émergence ex nihilo, de nulle part, de ce masculinisme-là qu'on a aujourd'hui, antiféministe, anti-MeToo. C'est bon, les femmes ont gagné et maintenant elles nous imposent une dévirilisation, voilà, pour le faire très vite. Bon, ça, ce mouvement-là. euh, Plutôt récent, alors point d'interrogation en fait, est-il vraiment récent ce discours-là, ou est-ce que vous vous le constatez déjà ça dans vos lectures des grands philosophes, et puis peut-être aussi dans votre carrière de militante féministe? C'est en effet pas tout récent, et M. Dupuy-Derry pourra en parler sûrement mieux que moi, puisqu'il y a eu l'attentat à l'école polytechnique de Montréal, où un jeune homme qui n'avait pas trop réussi dans ses études a assassiné, oh, je n'ai plus le chiffre en tête, mais une trentaine d'élèves peut-être, et en les traitant de féministes qui prennent la place des hommes. Et la réaction des survivantes, car il y en a eu tout de même, était extraordinaire, qui était de dire on n'est pas des féministes. Bon, est-ce que, après tout, puisque ça s'est passé à Montréal, peut-être Vous voulez en dire un mot, Monsieur Dupuy-Derry? Oui, je suis en train d'envoyer une référence là. Il y a un livre qui traite de cet attentat-là qui vient d'être réédité avec une mise à jour qui d'ailleurs montre le débat et les débats dans la société québécoise au sujet de l'interprétation à donner à cet attentat. Donc, c'était effectivement en décembre 89. C'est un jeune homme qui est rentré comme Michel Ledeuf vient de le dire là, à l'école polytechnique. Il trouvait qu'il y avait en fait trop d'étudiantes à Polytechnique. Elles étaient 19%. Et donc, c'est un calcul masculin un peu bizarre hein, de considérer que 19% de femmes, c'est trop, comme si elles prenaient la place d'hommes, en fait. Donc, c'est comme une sorte d'attentat inversé. En fait, c'est comme les hommes sont dominants, mais il y a quelques femmes qui sont là, donc on va les punir d'être là. C'est un peu bizarre, là. Euh, et bon, il s'est suicidé sur place. Il avait une lettre sur lui, une sorte de lettre manifeste, où il disait explicitement qu'il déclarait la guerre aux féministes, que les féministes avaient gâché sa vie. Et il y avait une liste d'une quinzaine, une vingtaine de féministes à l'époque au Québec, ou de femmes. En fait, c'est les premières, ça c'est intéressant aussi. Première femme policière, première femme pompière, première femme commentatrice à la radio de sport, première femme comptable. Donc, vous voyez un peu la logique
qui est vraiment une logique de contrôle de secteurs masculins. Là, il faut pas que les femmes rentrent dans certains secteurs masculins, sinon elles méritent de mourir. Donc oui, ça a été quand même une catastrophe, cet attentat. Ouais, merci et merci pour de toute façon le bouquin de Mélissa Blais qu'on aime beaucoup voilà qui est super Et effectivement, il y a le film de Denis Villeneuve, là, à ne pas confondre avec Dune. C'est Polytechnique, ouais. ouais, que j'ai pas vu ouais qui est conseillable c'est ça ok super pour revenir à vous et peut-être avant de donner la parole aux participantes et aux participants Michel Ledeuf euh, est-ce que pour vous, il y a quelque chose de nouveau dans la période qu'on vit aujourd'hui? Et si oui, ça se situe où? Je le redis encore un peu différemment, hein, mais ouais, qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Ou est-ce que c'est toujours le même patriarcat qui s'exprime de manière un peu différente, mais grosso modo, ça serait la même chose? Ouais, je vous pose la question. Je pense que c'est en effet toujours le même patriarcat, mais shameless, comme on dit en Angleterre, c'est-à-dire sans vergogne. Et, euh, et, et avec des modèles, l'exemple vient de haut, que voulez-vous, s'il y a des chefs d'État qui étalent leur brutalité sexiste, ça a forcément un impact sur les gens qui n'ont pas encore développé un esprit critique. Et on a un peu parlé de celui qui gouverne les États-Unis en ce moment, qui est vraiment un peu la figure de l'ogre, mais qui n'est pas perçu comme tel, qui n'est pas perçu comme quelqu'un qui n'est pas ce qu'on pourrait attendre d'un chef d'État gouvernant un pays mixte. Donc, oui, je crois que c'est toujours le même patriarcat, mais ce qui est troublant, c'est qu'il gagne du terrain. Et les réseaux sociaux, personnellement, je ne les ai jamais utilisés et je n'y connais rien, mais je comprends tout de même qu'une culture totalement fruste se développe par ces moyens-là. Et un jour, j'irai faire un tour sur les réseaux sociaux quand je saurai à peu près me servir d'un ordinateur. Euh, ah ben oui, non, mais c'est vrai. Euh, euh, je vous jure que ce n'est pas de l'affectation. Je vous jure que ça n'est pas parce que je veux apparaître comme féminine euh, et que je suis brouillée avec tous les instruments possibles, mais ça vaudrait peut-être en effet une recherche. Mais si quelqu'un voulait bien écrire un bouquin sur la question, je serais beaucoup plus heureuse parce que les bouquins, ça, je sais les lire. C'est très troublant. La crise économique n'arrange rien, c'est évident, puisque la compétition pour les travaux qualifiés, enfin pour les emplois qualifiés, est de plus en plus dure. Et, mais je ne peux pas en dire plus. Vous avez été très clair. C'est une question. Un des intervenants se demandait est-ce que ce serait pas. Il parle le participant parle de fascisation à partir des années 2000, dans laquelle nous serions et qui poserait le masculinisme voilà, qui amènerait le masculinisme avec lui, quoi. Là où on peut aussi voir le masculinisme comme la simple continuité, à nouveau frais certes, mais la continuité d'un mode de pensée qui préexiste très largement à ce qu'on voit aujourd'hui, de l'attentat de Polytechnique à Charlie Kirk, hein, quoi, pour le dire, ou Andrew Tate, pour le dire vite, quoi. Moi, c'est un peu ça que je retiens de ce que vous amenez. Et aussi la nécessité de déboulonner les statuts des grands hommes
Sartre en premier, peut-être pas en premier d'ailleurs, mais y compris ça. Euh, il y a un travail à faire sur Bourdieu aussi chez nous, du côté des sociologues. Je ne sais pas si Monsieur Dupuy-Déry sera d'accord avec moi. Mais voilà. Et Monsieur Dupuy-Déry nous invite à lire un bouquin qui devrait sortir bientôt, de Anvor Seim Westreim. J'espère que je n'écorche pas son nom, sur les incels. Très bien. Est-ce que... alors là, je fais appel aux participantes, aux participants. Est-ce que vous avez des questions suite à ces propos, ces réflexions de Madame Le Deuf? Très bien. En tout cas, Michel Le Deuf reste avec nous, donc vous n'hésitez pas, tout au long du webinaire, à l'interpeller sur le chat. Avant de donner la parole à Monsieur Dupuy-Déry, moi je vais remercier Madame Le Deuf pour ses propos, qui nous amènent, voilà, qui nous amènent à réinterroger. Voilà, c'est pas une manière qu'on a, nous, les sociologues, en tout cas, de voir forcément le masculinisme, mais je trouve que votre approche nous permet de prendre beaucoup de hauteur, de distance à la fois historique et philosophique, et pour ça, mille fois merci, Madame Le Deuf. Merci à vous. Après la philosophie, on va se tourner vers la sociologie et la science politique. Francis Dupuy-Déry, je crois savoir que là, vous sortez d'une phase d'enquête autour des ados québécois, et j'ai hâte de vous entendre parler là-dessus. Mais peut-être d'abord, voilà, vous êtes voilà, un des sociologues qui travaille depuis le plus longtemps sur ces questions de masculinisme, en tant que Québécois, parce que vous avez été touché peut-être avant nous en France. Mais voilà, pour vous, comment est-ce que vous comprenez ce phénomène? C'est quoi le masculinisme? Premièrement, ben, merci beaucoup de me recevoir là, même si c'est de manière virtuelle, avec vous en France hexagonale à Strasbourg. Euh, moi, je travaille beaucoup avec la sociologue Mélissa Blais, dont j'ai mentionné là le livre sur l'attentat de Polytechnique dans le chat. Euh, et avec elle, donc, on a eu l'habitude de présenter le masculinisme ou de définir le masculinisme comme un des courants de l'antiféminisme. On donne souvent comme exemple justement le féminisme, même si c'est pas l'équivalent. C'est-à-dire dans le féminisme, il y a plusieurs courants, plusieurs tendances, plusieurs objets de lutte aussi, hein, même si évidemment l'idée générale c'est la liberté, l'égalité pour les femmes. Mais il y en a qui luttent spécifiquement contre les violences sexuelles, par exemple. Il y en a qui luttent pour la question de l'équité salariale. Il y en a qui luttent, bon bref, vous voyez, il y en a qui luttent dans leur vie privée aussi pour le travail domestique, entre autres. Et donc, dans tous les mouvements sociaux, il y a différents courants. Il y a ça chez les syndicats, il y a ça chez les écologistes, il y a ça chez les anarchistes, même à l'extrême droite, même si ça peut paraître bizarre de dire ça, il y a différents courants. Euh, et apparemment, Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour, ils s'entendent pas toujours. Euh, mais donc l'antiféminisme, par exemple, quand on en parle sans penser au masculinisme, souvent on va avoir en tête, j'imagine, les réseaux chrétiens aux États-Unis qui luttent contre l'avortement, par exemple, qui organisent des manifestations devant les cliniques d'avortement, qui font des représentations au niveau. Donc ça, c'est la référence, c'est Dieu, c'est la Bible, c'est la vie sacrée, etc. Bon, et accessoirement, des fois, ils vont arrimer d'autres causes. Vous avez vu évidemment en France très bien que, je sais que la France est un pays laïque, mais que l'Église catholique était extrêmement mobilisée en 2013 contre le mariage pour tous, par exemple. C'était une force de frappe qui était vraiment incroyable. Euh, donc voilà, donc ça c'est une forme d'antiféminisme ou un courant. Et donc le masculinisme, c'est un des courants de l'antiféminisme. Il peut être organisé ou pas très organisé en termes de structuration. Il peut être porté par un individu dans votre famille, il peut être porté par des individus dans votre organisation, mais il peut aussi y avoir des groupes qui portent ce discours-là et qui sont plus organisés. Je vais y revenir dans quelques instants. C'est en grande majorité des hommes, mais il y a quand même quelques femmes qui sont masculinistes aussi. Il y a des femmes et le discours masculiniste, donc lui, ne fait pas vraiment référence à Dieu ou à la Bible
s'intéresse pas vraiment à l'avortement par ailleurs. Il est fondé sur cette idée, c'est une idée, hein, c'est de l'idéologie en fait, que les hommes sont en crise à cause des femmes et des féministes. Donc, je le dis de manière la plus simple possible, là, les hommes sont victimes de la situation, les femmes et les féministes prennent trop de place dans la vie privée, dans la vie publique, dans la culture, les valeurs féminines dominent la société. Et donc, l'homme, il y a des expressions très imagées pour parler de ça, qui sont des expressions courantes, comme l'homme est castré, en fait, par les féministes. Le féminisme castre les hommes, donc vous pouvez voir un peu à tout ce que, évidemment, vous pouvez voir un peu à quel imaginaire on a affaire. Et, euh, et donc, vous avez un spectre, évidemment. Vous avez des masculinistes plus radicaux, des masculinistes moins radicaux, mais qui s'inquiètent quand même beaucoup pour les hommes. Vous pouvez avoir je l'ai dit, vous pouvez avoir même des féministes hein, qui ont des garçons, par exemple, vont s'inquiéter beaucoup de leurs garçons. C'est correct, là. Ma mère aussi s'inquiète pour moi. Et je l'en remercie d'ailleurs. Mais voilà. Donc, c'est cette inquiétude au sujet des hommes. Mais en culpabilisant les féministes et les femmes d'être responsables de cette souffrance et de ce malheur. Euh, Maintenant, la question de l'actualité, est-ce que c'est quelque chose de nouveau, pas nouveau? Est-ce que ça vient du Québec? Vous n'avez pas réussi à fermer la frontière à temps, puis ça s'est faufilé par la Bretagne. Une sorte de réimmigration, comme dirait Zemmour. Non, en fait, moi, ma compréhension et mes travaux, c'est que ce discours que les hommes vont mal et que les femmes prennent trop de place, il existe, on a retrouvé des traces de ce type de discours même à Rome, à l'époque de Caton l'Ancien qui reprochait aux femmes romaines, moi je suis pas spécialiste du droit romain, mais le pater familias c'était quand même un homme tout puissant à Rome, il reprochait quand même aux femmes romaines, aux citoyennes romaines de piétiner les hommes parce qu'elles s'habillaient de manière chatoyante et elles voulaient conduire des chars, par exemple. Euh, disons, plus proche de nous, en guillemets, moi, j'ai retracé des discours avec des historiens, hein, j'ai pas fait le travail tout seul, là, avec le travail d'historienne et d'historien, j'ai retracé des discours de les hommes vont mal à cause des femmes, 16e siècle, et puis après ça, on remonte, que ce soit dans la cour d'Angleterre ou de la cour de France. À l'époque de la Révolution française, vous aviez ça un peu dans tous les camps, hein. Les républicains disaient que la monarchie était efféminée, Louis XVI était efféminé, dominé par Marie-Antoinette, qui en plus était peut-être lesbienne, vous imaginez, et autrichienne. Mais les monarchistes disaient des républicains, ben vous n'êtes pas capable de contrôler vos femmes. Regardez, elles se promènent avec des culottes dans la rue, elles ont des têtes au bout de pique. Et c'est comme l'ordre sexuel est totalement désorganisé par la Révolution, même s'il ne l'a pas été tant que ça. Je pense que Michel Dedeuf sera d'accord avec moi. Mais donc, ce discours de la crise de la masculinité, après ça, on le revoit à la fin du 9e siècle avec l'industrialisation. Il y a, dans l'entre-deux-guerres, hein, pour les personnes quand on se rappelle les discours fascistes, le discours de la crise de la masculinité, il est au cœur de la propagande fasciste. Les hommes allemands ou les hommes italiens ont été trahis. Ils ont été trahis par des élites efféminées, juives, féministes, communistes, etc. Et on va redonner en fait la fierté et la virilité à l'homme arien ou à l'homme italien. Et vous voyez toute la mise en scène qu'il y avait là, à cette époque de virilisation, de manifestations au flambeau, les affiches aussi de propagande. Bon. Donc pour moi, c'est ça. La crise de la masculinité, c'est un discours qui est vraiment récurrent, qui est dans la boîte à outils des hommes quand on veut parler de notre masculinité. Je vais y revenir dans quelques instants. Et, euh, et évidemment, il y a des moments il y a des pics ou des sommets ou des densifications du discours masculiniste selon certains contextes, évidemment. C'est vrai aussi pour le féminisme. Le féminisme, des fois, est un peu en dormance. Des fois, le féminisme se mobilise plus fortement. C'est vrai pour les écologistes, c'est vrai pour les syndicalistes. Donc, il y a des moments où il y a plus de montée en force. Donc, aujourd'hui, évidemment, on est dans une séquence post-MeToo, par exemple. On est dans une séquence aussi où il y a une montée des partis d'extrême droite, simplement en termes électoraux, hein, c'est tout simplement en termes électoraux. Là, pour les personnes qui votent en France, si j'ai bien compris, c'est à peu près 40% aux dernières élections présidentielles, là, si on ne compte pas l'abstention et les mineurs. Euh, donc, ça veut dire que quand vous marchez en France, une personne sur trois ou quatre que vous croisez a voté soit pour Reconquête, soit pour le Rassemblement national. Euh, donc, euh, donc, ça commence à faire beaucoup. Donc, ça, c'est le contexte d'aujourd'hui. Effectivement, dans ce contexte d'aujourd'hui-là, il y a on voit comme une sorte de montée ou de densification des discours masculinistes, mais qui existait avant.
Et de toute façon, j'ai l'habitude de dire qu'évidemment, si le masculinisme est une réaction à MeToo, il faut jamais oublier que MeToo est une réaction aux violences masculines. S'il n'y a pas de violence masculine, il n'y a pas de MeToo. S'il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de féminisme. Et il n'y a pas d'antiféminisme. C'est la même chose avec le racisme. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de mouvement antiraciste. Les antiracistes et les féministes naissent pas comme ça spontanément. Il faut qu'il y ait un contexte déjà. Donc, je vais aller vraiment super rapidement sur ce contexte, justement, parce que j'imagine que c'est des choses que vous savez déjà. Je ne veux pas vous accabler avec ça, mais nous, au Québec, on a une habitude de se prétendre très avancé comme société au sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes. On se compare souvent à la Scandinavie, même si on n'est jamais allé en Scandinavie. Mais on dit, il y a la Scandinavie et nous sommes dans les pays, les coins de la planète le plus avancés en termes d'égalité. Je pense qu'en France, vous avez aussi cette prétention-là d'une certaine manière. Mais quand on regarde les chiffres là, de point de vue, disons, socio-économique ou socio-démographique, on est encore loin de l'égalité. Évidemment, il y a des femmes et ont réalisé de grandes avancées en termes de droits, d'éducation, d'accès au métier depuis 20, 30, 40 ans, ou même depuis 100 ans, pourrait-on dire. Euh, et évidemment, je suis un homme, je sais qu'un homme peut souffrir, j'ai déjà été malheureux moi-même. Les hommes peuvent avoir des problèmes, les hommes peuvent être pauvres, les hommes peuvent être sans domicile fixe. Donc, c'est pas l'idée, c'est pas de faire une dichotomie radicale comme Michel Ledeuf l'a bien expliqué. C'est pas parce qu'on est avec tel chromosome qu'on est absolument destiné à telle vie, telle existence. Mais il y a quand même des réalités socio-démographiques, sociologiques, socio-économiques. Et là, je vous dis des banalités, mais aujourd'hui, en 2025, sur la planète, 90% des gouvernements sont dirigés par des hommes. C'est vrai aussi pour l'Europe, hein, c'est 23 sur 27 pays dont le chef de gouvernement est un homme, c'est 85% en 2025. Là. Je sais pas, 100 ou 80 ans après que les femmes aient obtenu le droit de vote, et alors que les antisuffragistes à l'époque disaient on donne le droit de vote aux femmes et ça va être un désastre complet, mais c'est encore les hommes qui gouvernent en très, très, très grande majorité. Les dirigeants des institutions religieuses sont des hommes presque partout, sauf dans quelques communautés protestantes, par exemple, progressistes. Généralement, bon, là, j'ai pas fait le tour de la France, mais généralement, les chefs de police, les chefs de l'armée, les sports les plus prestigieux, hein, les sports où il y a le plus d'argent, où les salaires sont les plus importants, où il y a le plus de finances publiques, pour qui ont construit des stades, qui ont des contrats de diffusion à la télévision, c'est généralement les sports masculins. Euh, Même les chefs d'organisations criminelles, généralement, sont des hommes, pour ce que j'en comprends. Le pouvoir de l'argent, les 10 plus grandes fortunes de France, c'est 8 sur 10, ce sont des hommes, dont un certain Vincent Bolloré, qui en plus, avec 6 milliards, achète des médias qui diffusent la thèse de la crise de la masculinité et du masculinisme et qui diffusent des thèses anti-féministes. Et il le fait là, il a le droit, hein, les multimilliardaires ont le droit de s'acheter des médias, là, mais il le fait explicitement. Là. Il se revendique d'un catholicisme conservateur. C'est pas un hasard s'il fait ça. Donc, c'est lui qui a lancé Éric Zemmour dans l'espace public, si on peut dire ça comme ça. Il y a aujourd'hui Mathieu Bocoté, bref, il y en a d'autres. 75% des dirigeants d'entreprises en France, ce sont des hommes. 93 de la CAC 40, c'est des hommes qui sont les dirigeants de ces entreprises-là. C'est des chiffres vraiment très parlants. Et il y a encore, évidemment, tout le monde n'est pas milliardaire en France, ça se saurait, je pense. Et donc, il y a encore, évidemment, pour les gens qui ne sont pas milliardaires, quand même un écart de salaire ou en tout cas d'argent, de revenus entre les hommes et les femmes, qui s'explique de différentes manières, là. Mais à la fin de l'année, un homme a quand même plus d'argent dans ses poches, dans son compte de banque qu'une femme. Ça a un impact, évidemment, sur sa capacité d'action, son autonomie par rapport à des contraintes matérielles, sa pension de retraite. Et ça donne aussi que même au chômage, les hommes ont plus de prestations de chômage que les femmes parce ils cotisent plus. Et évidemment, comme vous le savez, donc les femmes aussi effectuent plus de travail gratuit domestique que les hommes, et les hommes ont plus de temps libre. Et on peut aussi parler de la violence masculine, évidemment, féminicide et tout, bref. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en 2025, on est encore dans une société inégalitaire. Le mouvement féministe est encore, si on le regarde comme ça, un mouvement légitime. Et je dirais aussi qu'il est très modéré, le féminisme. Les hommes, un de nos grands avantages dans ce rapport au féminisme, c'est que les femmes sont vraiment très patientes avec nous. Euh, euh, Si on reprend ce que je viens de dire en termes d'inégalité économique, politique, de violence, et qu'on l'applique à d'autres luttes sociales ou à d'autres contextes inégalitaires,
Et là, par exemple, si on remonte encore un peu plus loin à l'époque où les femmes, par exemple, n'avaient même pas le droit de vote, on sait très bien ce que ça a fait dans certains pays. Ça a créé des groupes armés, réellement, là. Les Basques, les Irlandais, en Inde, un peu partout, il y a eu des luttes armées. Les féministes, au pire, font du collage sur les murs, là. Donc, ça va pour l'instant, c'est sympa. Euh, je précise et j'ajoute avant de continuer, là, en écho à ce que Michel Ledeuf a dit, que, évidemment, je ne dis pas que c'est un destin que les hommes soient dans une attitude de réaction face aux revendications féministes. Il y a ce que Michel Ledeuf a appelé les types sympas. On peut aussi les appeler les hommes justes, qui ont été pour l'égalité. On a ça dans toutes les traditions et sur tous les continents. Dans le passé et aujourd'hui, ils sont généralement relativement minoritaires quand même, mais en France, en termes de philosophie, on a François Poulain de Labarre au XVIIe siècle, dont les livres sont régulièrement réédités en format poche chez Gallimard, là, pour l'égalité des sexes, entre autres. Et donc, il y en a quelques-uns comme ça, des sortes d'étoiles isolées, qui étaient ils n'ont sûrement pas développé leur pensée tout seuls, d'ailleurs, ils ont sûrement été en contact et en discussion avec des femmes de leur époque. Et aujourd'hui, vous avez des projets, un musicien en France, D de Cabal, par exemple, qui a organisé des ateliers de formation là, sur la question du consentement sexuel pour les hommes. Au Québec, on a le projet Gauche à la Maison d'Haïti, qui est aussi pour les jeunes, hein. Vous pouvez trouver de l'information en ligne là-dessus. Maison d'Haïti a des activités pour les jeunes, adolescents, adolescentes, et il y a un projet filles et un projet gars, et c'est d'essayer de réfléchir avec les ados aux questions de consentement sexuel, de respect de soi et des autres, aussi la question de l'homophobie, du sexisme, etc. Donc, il y a ce travail qui est fait. Donc, je reviens rapidement au masculinisme. Et je sais que dans les prochaines séances là, que vous avez prévues, il va y avoir des psychiatres et des psychanalystes, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc, je suis ni psychiatre ni psychanalyste, mais j'ai quand même une réflexion, j'espère qu'elle est valide et valable, ou audible à tout le moins, sur le masculin et le féminin. Pour moi, et je sais que ça peut être bizarre de dire ça, et j'imagine que quand on interagit avec des ados, c'est pas très efficace de parler comme ça parce qu'ils sont à une période de leur vie où c'est très, très tendu et crispé, même à l'intérieur d'eux-mêmes, sur ces questions de développement de son identité de genre. Euh, mais pour moi, le masculin et le féminin, ce sont des identités pas tant psychologiques ou psychanalytiques ou morales, ce sont des identités politiques. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, elles sont pensées, elles se construisent dans un rapport de pouvoir l'une envers l'autre où le masculin est considéré comme supérieur au féminin. Et c'est intrinsèquement lié à ce qu'on met dans le masculin et à ce qu'on met dans le féminin. Et donc, aujourd'hui encore, la American Psychological Association, donc l'Association américaine de psychologie, c'était pour vous montrer que je parlais anglais, a défini la masculinité en disant que c'est d'ailleurs une part de problème qui vient avec ça. Stoïcisme, et c'est pas très original, hein, c'est stoïcisme, donc l'indifférence ou la refréner ses émotions, joie, peine, douleur, etc. On pourrait avoir une discussion là-dessus parce qu'en fait, moi, je pense que les hommes, on exprime des émotions, mais il y en a qu'on exprime, il y en a qu'on n'exprime pas. Idem pour les femmes. Bref, stoïcisme, compétitivité, domination et agression. Donc, moi, je suis en sciences politiques, je ne suis pas psychologue ou psychanalyste, mais vous comprendrez que compétitivité, domination et agression, je suis tout à fait capable de mettre ces concepts-là dans mon logiciel de sciences politiques et de voir que c'est lié à des rapports de pouvoir. Là, vous ne pouvez pas être en domination tout seul, vous ne vous agressez pas tout seul et vous n'êtes pas en compétition tout seul. Évidemment, tout ça, c'est par rapport aux autres hommes, mais c'est aussi par rapport aux femmes. Et donc, ça nous amène à des logiques où la masculinité est associée à la violence, à la force et à toutes ces formes d'expression, les bagarres, la boxe, la chasse, les armes à feu, les repas de viande. Je sais qu'en France, vous avez eu un débat national sur le barbecue il y a quelques années, là, je ne reviendrai pas là-dedans. Mais, la division sexuelle du travail, domestique et salarié, gratuit ou salarié, parce que Michel Ledeuf en a parlé, parce que force, violence, agressivité, on pense qu'on est dédié à certains types de métiers ou de tâches, que les femmes sont indignes de ces tâches.
Et ça crée en fait des dynamiques que vous avez sûrement vues, puisque vous travaillez avec des ados plus que moi, où les hommes et les jeunes hommes veulent se prouver à partir de ces référents-là comme étant eux-mêmes des vrais hommes face à leurs propres yeux et aux yeux des autres, ce qui emmène en fait des comportements misogynes et homophobes, parce qu'il n'y a rien de mieux pour se prouver à soi et aux autres qu'on est un homme hétérosexuel que d'être homophobe publiquement, de stigmatiser un camarade parce qu'il serait trop efféminisé, par exemple. Euh, et donc, avec cette conception de la masculinité, et je ne dis pas que tous les hommes, en fait, c'est impossible de correspondre à cette identité. Parce qu'en fait, les êtres humains, on ne peut pas être toujours force, violence, compétition, domination. Déjà, des fois, on dort, en fait. Et dans la journée, on devrait, comme être humain, avoir plusieurs registres d'attitudes selon les contextes. Vous êtes avec votre enfant, j'imagine que vous ne réagissez pas avec votre enfant comme avec votre patron, comme avec un policier, vous êtes avec un chat, vous êtes fatigué, vous êtes en forme, vous êtes, etc. Et donc, logiquement, on devrait avoir toutes ces palettes d'attitudes, de comportements et de potentialités en nous. On les a, mais on pense qu'une certaine partie de la palette, celle que j'ai nommée, est associée aux hommes. Et les hommes, avec ça, se sentent supérieurs. C'est Virginia Woolf qui disait ce qui est l'avantage pour les hommes, c'est que n'importe quel homme se lève le matin, il n'a rien fait encore, il se croit déjà supérieur à 50% de la population. Et on a une expression en français qui est très parlante, je trouve. On parle des sexes opposés. Donc, quand on y pense, c'est quand même particulier comme expression, les sexes opposés. Et donc, l'identité féminine, comme vous le savez, donc, elle serait associée à la faiblesse, la dépendance, la passivité, une sollicitude, hein, ce qu'on appelle en anglais le care, l'égalité et évidemment la beauté. Je reprends Proudhon, là, ici, qui accordait quand même la beauté aux femmes. Donc là, si on se convainc que être une femme, c'est ça, et être un homme, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, on a beau dire, oui, mais c'est des genres complémentaires. Non, c'est pas juste complémentaire, c'est vraiment hiérarchiquement positionné, même dans les idées qu'on s'en fait, là, même pas dans la réalité concrète, là, dans les idées qu'on s'en fait, c'est si vous avez quelqu'un qui croit qu'il est par nature fort face à quelqu'un qu'on croit qu'il est par nature faible, du point de vue de la politique et de la science politique, c'est pas difficile de comprendre qui va gagner à la fin de la journée, qui va tuer l'autre. Et donc, même la soumission, elle est sexuellement valorisée, hein. On érotise la soumission des femmes dans des représentations de la sexualité. Et malheureusement, évidemment, les femmes peuvent intégrer un certain de ces éléments-là, et c'est ce qu'on appelle la haine de soi, ou une sorte de misogynie intégrée, ou de mépris du féminin que les femmes peuvent intégrer, ce qui est assez triste. Et évidemment, encore une fois, je répète, c'est pas toutes les femmes tout le temps qui incarnent ces attitudes, ces valeurs ou ces qualités ou ces défauts, mais c'est ce qu'on pense que ça devrait être. Et c'est ce qu'on pense qu'on voit quand on regarde une femme ou quand on regarde un homme. Parce que la sociologie genrée, c'est quelque chose qui est le plus profondément ancré en nous. C'est quelque chose qui est très difficile il est très difficile de s'en dépaître. Très rapidement, je vous donne quelques exemples, mais vraiment, je vous laisse faire le travail vous-même. Moi, je suis, euh, par rapport à ces stéréotypes dont je vous parle, on va dire, ouais, non, mais en fait, ça, c'est passé, là, il n'y a plus ces stéréotypes-là aujourd'hui. C'est ce que le discours masculiniste dit, d'ailleurs. Le discours masculiniste dit, on ne valorise plus la masculinité comme avant, il faudrait la revaloriser. Moi, je prends des objets du quotidien. Euh, on pourrait évidemment regarder les cartes d'anniversaire pour les enfants, hein, pour les jeunes enfants. Les petits garçons, c'est encore aujourd'hui des pirates. On dit, ah, tu es courageux, tu es fort, tu aimes l'aventure. Les filles, c'est encore des cartes d'anniversaire de princesse. Tu es gentille, tu es douce, tu es belle. Euh, des personnages de fiction comme Batman et Superman, que vous connaissez, j'imagine. Batman et Superman, je vous laisse aller faire le travail vous-même, mais j'ai regardé le personnage, c'est des personnages de fiction, hein. Les personnages, leur carrure musculaire a presque doublé en 60 ans, c'est-à-dire que le même personnage de Batman était plutôt filiforme, il faisait la même chose, hein, il gagnait contre les méchants quand même, là, mais il était plutôt filiforme, et le Batman des années 2000, 2010, 2020, il est hyper musclé, il passe son temps au gym, en fait. Euh, je mentionne tout le temps mes étudiants et étudiantes quand je parle de ce que je suis en train de vous parler, des équipes de marketing pour les rasoirs ou les déodorants, par exemple, ou les shampoings. Là, j'ai regardé pour préparer ma présentation ici avec vous, là, Carrefour 2025, donc les rasoirs hommes, rasoirs femmes.
Déjà, on peut se demander pourquoi il y a des rasoirs hommes et rasoirs femmes, mais en tout cas, ça, c'est un autre problème. Donc, les hommes, on a des Hydro 5, Extreme 3, Champion Gold, Mach 3, Fusion 5. Donc, moi, quand je me rase le matin, c'est comme si j'étais en train de piloter une fusée ou une voiture de course, alors que les femmes, c'est Intuition, Confort, Miss Soleil, Simply Venus, Peau sensible, Brise, Nectar de beauté et Hydro de soie. Et donc, évidemment, un homme peut s'acheter un rasoir Nectar de beauté. Il n'y a rien qui empêche de faire ça, mais je ne pense pas que c'est dédié ou c'est pensé pour lui. Vous avez la même chose avec les déodorants. Alaska, donc je ne sais pas pourquoi on met du déodorant en Alaska, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc Alaska, Marine, la Marine, Anarchy, Dark Temptation, tout ça c'est chez Carrefour en 2025. Protection 5, Carbone, et pour les femmes où les contenants sont blancs généralement, c'est Pur Invisible. Vous en tirez vos conclusions. Pur invisible, confidence, sensible et j'aime bien framboise et rose. Bref, donc on peut continuer comme ça. Mon temps file, donc je vais avancer. Je me suis dit, euh, sur un autre type d'objet d'usage courant, les automobiles, par exemple, eh bien, si vous faites sur Google automobile pour femmes et automobile pour hommes, vous allez trouver des sites qui vous expliquent pourquoi tel type d'auto sont pour les femmes et tel type d'auto sont pour les hommes. Ils ont tous un moteur et 4 roues et un volant, mais apparemment pour les femmes cherchent des voitures polyvalentes aux lignes élégantes et audacieuses, alors que les hommes, là je suis sur des sites web là, de voitures, euh, euh, cherchent des lignes athlétiques. Donc pour les femmes, c'était des lignes élégantes, pour les hommes, leurs voitures ont des lignes athlétiques, avec une clientèle masculine exigeante en quête d'innovation. Donc, vous avez comme toutes ces représentations qui nous habitent et qui nous constituent. Et cet été, j'ai fait un petit exercice en vacances. J'ai discuté à prendre du repos. Donc, en vacances, j'avais un petit papier. Et à chaque fois qu'il y avait un couple, homme et femme, dans une voiture, je comptais, est-ce que c'est l'homme qui conduit ou c'est la femme qui conduit? Et dans 85% des cas, c'était l'homme qui conduisait. Quand vous avez un homme et une femme devant dans une voiture, l'homme dirige, l'homme conduit, l'homme est en contrôle de la bête. Donc, ça, c'est nos représentations. Et c'est là-dessus, évidemment, on pourrait dire plein d'autres choses sur ces représentations. On pourrait parler de l'âge des cavernes, des hormones, des chimpanzés, etc. Là, il y a plein de manières de penser ces différences entre les hommes et les femmes. Mais c'est là-dessus que s'assoit le masculinisme, non pas pour voir une crise de la masculinité, mais pour dire c'est quoi la solution. Les masculinistes disent la solution pour les hommes aujourd'hui qui vont mal, c'est ça, c'est ils pensent qu'on ne le dit pas, ils pensent qu'on ne le dit plus, mais en fait, on continue à le dire. Il faut répéter masculinité égale force, domination, contrôle, puissance, et c'est comme ça qu'on va aider nos garçons en tentant, y compris par des pédagogues ou des personnes qui s'inquiètent de la situation des garçons à l'école. Ils pensent que c'est comme ça qu'on va améliorer la situation, alors qu'il y a tout un ensemble de problèmes qui viennent avec cette conception de la masculinité, évidemment, y compris pour les femmes. Euh, Maintenant, je vous ai dit que c'est un discours très ancien. Il me reste juste quelques minutes, donc je vais essayer d'aller plus vite pour vraiment conclure. Je suis désolé, là, c'est un peu long. Euh, euh, il y a eu des cycles dans les dernières décennies, disons, où on est revenu avec ce type de discours. Là, aujourd'hui, dans les États-Unis de Donald Trump, on entend beaucoup parler des angry white men, donc ces hommes blancs en colère qui auraient perdu, j'y reviens dans quelques instants. Simplement pour les anciens qui nous écoutent, là, c'était exactement le même discours dans les années Reagan et post-Reagan. Même l'expression angry white man existait déjà à l'époque de Reagan. Euh, donc, aujourd'hui, si je le fais rapidement, donc oui, Michel Ledeuf, Bruno Michon l'ont évoqué évidemment, on est dans un contexte où les hommes les plus puissants de la planète tiennent ce discours. Donc, les plus puissants, les plus riches, comme Elon Musk que vous connaissez, j'imagine. Si vous ne connaissez pas, allez sur Google, vous allez avoir quelques informations sur lui. C'est lui qui contrôle le truc de toute façon. Mais donc, quand Trump a été réélu dernièrement, Musk a mis sur ses médias sociaux la masculinité est de retour. Masculinity is back. Mark Zuckerberg, troisième fortune mondiale, là, Facebook, Meta, tout ça, qui avait été invité à l'inauguration de la présidence de Trump, a expliqué que lui, il savait c'était quoi vivre dans un monde féminin parce qu'il est le seul garçon d'une famille avec des sœurs, qu'il n'a que des filles en tant que père.
Et il se lamentait en janvier que l'entreprise américaine, donc le capitalisme américain, et il y a trop d'énergie féminine dans le capitalisme américain, comme vous avez remarqué, j'imagine, et qu'il faut en fait régler le problème en insufflant de l'énergie masculine qu'il associait à l'agressivité. Euh, donc, un capitalisme plus agressif, ça devrait faire du bien à tout le monde. Et il disait que le monde de l'entreprise aux États-Unis est culturellement émasculé, donc encore cette idée de castration. Les républicains ont joué à fond, c'est des stratégies électorales, là, c'est pas non pensé. Ils ont joué à fond pour faire croire ou convaincre les hommes aujourd'hui aux États-Unis que les hommes sont les grands perdants, que les hommes sont dominés par plein de minorités, dont les femmes, dont les minorités de genre, les minorités sexuelles. On a beaucoup reproché aux démocrates, au Parti démocrate, de trop parler de diversité de genre et sexuelle et que ça serait la raison pour laquelle ils auraient perdu les élections. Mais en réalité, ce sont les républicains qui n'arrêtaient pas de parler des trans, là. Les républicains, ils ont payé des centaines de millions de dollars de publicité juste sur les trans pendant la campagne électorale. Et ces publicités télévisées étaient ciblées dans des circonscriptions, dans des États, ce qu'on appelle les swing states, où les intentions de vote étaient le plus serrées, et ils martelaient les trans ont trop de droits, les trans ont trop de pouvoir, les trans sont partout. Avec les républicains, on va arrêter cette dérive transhumaniste ou transgenre, etc. Les républicains ont beaucoup plus parlé de ces enjeux-là que les démocrates pour faire croire à leur électorat masculin surtout que toutes ces minorités prenaient trop de place et que les hommes étaient les grands perdants de la mondialisation. Vous avez entendu ça. Or, quand on regarde les États qui ont voté très fortement pour Trump, comme le Wyoming et le Nebraska, à plus de 70% pour Trump, les hommes, ils gagnent dans ces États-là 20 000 dollars de plus par année que les femmes quand les deux ont un salaire à temps plein. Donc, en fait, les hommes sont encore les gagnants, mais ils sont persuadés qu'en fait, ils sont les perdants. Je termine en deux mots. Là, je voulais parler d'Andrew Tate et des incels, mais peut-être pour ma période d'échange, on pourrait y revenir. Je voulais simplement finir en disant ceci. Même s'il n'y a pas une vraie crise de la masculinité, c'est ma thèse. Les hommes ont toujours des problèmes, les femmes ont toujours des problèmes, mais ça, c'est la vie. Hein, on n'est pas sur Terre pour ne pas avoir de problème. Mais même s'il n'y a pas une vraie crise de la masculinité, puisqu'on ne peut pas avoir une crise pendant 500 ans, c'est plus une crise, ça, mais qu'on a un discours de crise, même avec un discours de crise, même si la crise est inventée, si c'est une fausse crise, on peut avoir des impacts quand même sur le réel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un discours de crise dans l'espace public? Premièrement, on identifie une cause au problème, la cause de la crise. Donc, dans ce cas-ci, c'est les femmes et les féministes. Donc, on dit on peut pas dire que les hommes sont en crise sans laisser entendre, si on ne le dit pas explicitement, que c'est de la faute des femmes et des féministes. Donc, on met les féministes sur la défensive. Ensuite, on identifie une victime, donc ici, c'est les hommes, et on demande de l'aide. Donc, on demande de l'aide on demande de l'aide on demande de l'aide, on demande de l'attention. Mélissa Blais, ici, a même mené une recherche là, avec des groupes de femmes depuis 2 ans, là, qui sont des groupes de femmes associatifs, des associations pour femmes, qui rapportaient en fait que maintenant, il y a des enveloppes de budget public dédiées aux femmes que des groupes d'hommes réussissent à aller chercher dans des concours de subventions sous prétexte qu'aider les hommes, ça va aider les femmes. Donc, ils réussissent à aller chercher des financements publics dédiés aux femmes. Parce qu'en fait, le discours de la crise de la masculinité a tellement bien percolé chez les fonctionnaires, chez les politiques, chez les hauts fonctionnaires, qu'en fait, on se dit, ben oui, c'est ça, il faut des ressources. Et ce discours de crise, je finis avec ça, ça fait 3 fois, je pense que je dis que je finis avec ça, mais ça, c'est un vieux truc de prof. C'est la conclusion de ma conclusion. Et ce discours de crise de la masculinité, aujourd'hui, considérant le contexte politique, c'est un peu avec ça que j'ai commencé, considérant le contexte politique de montée de la droite et de l'extrême droite, ben, il rentre en écho avec les discours populistes qui fonctionnent sur le registre du discours de crise. Donc, le discours de crise en Europe, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est l'islam, l'immigration, le grand remplacement, la submersion migratoire, qui est responsable de tous les problèmes, y compris apparemment des problèmes des femmes. C'est pas l'homme français, breton, ou picard ou gascon, c'est le jeune arabe des banlieues. Ça fait longtemps que vous entendez ça, évidemment. Donc,
Euh, donc, il y a une crise. Il faut, comme pour la crise de la masculinité, il faut donc identifier la cause de la crise, l'immigration, les femmes, etc. Et ils sont aussi aidés par les élites actuelles qui seraient incompétentes, qui seraient trop permissives, etc. Là, dans ce cas-là, chez les populistes, c'est pas les hommes en tant que tels qui sont les victimes, mais c'est le peuple. Mais dans le peuple, il y a les hommes ordinaires, le peuple ordinaire, nous on dit au Québec le vrai monde, dont les élites progressistes seraient déconnectées. Euh, c'est une situation d'urgence. Il faut agir vite et fermement pour résoudre la crise. Et généralement, quand on fait ça, on retourne dans nos comportements habituels. Et il y a des stratégies de mobilisation des médias. Pour la crise de masculinité, c'est beaucoup en ligne, sur les médias sociaux. Les influenceurs, vous les connaissez. Les politiques peuvent aussi organiser des conférences de presse, etc. Et il faut, en fait, ce qui est difficile pour les populistes comme pour les masculinistes, d'entretenir le sentiment de crise. Et là, évidemment, il y a un effet de backlash, c'est-à-dire quand les féministes se mobilisent sur un enjeu, ils reprennent ça, ils font du judo avec ça et pour se mettre au centre de l'attention. Voilà, désolé, je suis allé un petit peu vite et j'ai pris un peu trop de temps, j'en suis désolé. 3 minutes de plus, on va pas considérer ça comme ton temps. Merci beaucoup, Monsieur Dupuy-Derry, déjà pour avoir resitué le discours dans son contexte, voilà, dans le patriarcat en fait, hein, le discours masculiniste se nourrit de ça. Et puis pour avoir peut-être la nouveauté que vous avez pointée du doigt, c'est ce mélange entre le populisme majoritaire dans un certain nombre de pays. Vous l'avez dit, hein, 40% Rassemblement national en France, bah, ça en fait la première force politique en France. Mais évidemment, alors chez vous, ça se joue différemment au Canada, mais voilà, aux États-Unis, etc. Peut-être une question, moi, alors, il y a plusieurs questions sur lesquelles je vais revenir là dans le chat. Mais avant ça, je vais vous donner, vous allez profiter des questions-réponses pour amener un élément que vous n'avez pas encore amené, mais j'avais envie de vous entendre là-dessus. Vous êtes en train de défricher une enquête, d'analyser les données d'une enquête sur les ados québécois et leur rapport au sexisme et au masculinisme. Est-ce que en 2-3 minutes, vous pouvez nous résumer ce que vous en comprenez à l'heure actuelle? Parce que je pense que c'est assez proche de ce qu'on pourrait constater, nous en France. Oui, en plus, je vous avais promis de parler de ça, puis je n'ai même pas parlé. Donc, désolé. Donc, oui, effectivement. Donc, depuis 1 an et demi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ici au Québec, et pas seulement là, mais il y a eu plusieurs, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie aussi, il y a eu plusieurs reportages médiatiques, peut-être vous avez vu ça passer, là, on parle de 2023 environ, sur l'influence de Andrew Tate, donc qui est un des influenceurs les plus influents sur le web masculiniste à fond, sur les jeunes adolescents. Donc là, c'était des sondages, c'était des sondages sur des centaines ou des milliers de jeunes. Et là, on voyait que 85% des jeunes en Angleterre avaient consommé ou avaient vu du matériel d'Andrew Tate. Puis là, on découpait leur appréciation par tant on considérait que c'était intéressant ce qu'ils disaient au niveau de comment devenir riche, tant on considérait que c'était intéressant ce qu'ils disaient au niveau des femmes, etc., etc. Donc ça a créé ça a provoqué une sorte de fébrilité médiatique, en tout cas. Et il y avait beaucoup de ces reportages aussi qui faisaient écho du terrain, c'est-à-dire surtout avec des enseignants, enseignantes au niveau primaire, secondaire, lycée, high school aux États-Unis, qui disaient, ben oui, en fait, nos élèves masculins, garçons, nous parlent de Andrew Tate et utilisent Andrew Tate comme tremplin pour défendre leurs idées ou exprimer leurs opinions réactionnaires, misogynes, etc. Donc, suite à ça, j'ai mené une recherche en partenariat avec un syndicat de la Fédération autonome d'enseignement, donc c'est un syndicat d'enseignants-enseignantes. On a réalisé 7 entretiens de groupe, donc ce qu'on appelle des focus groups, donc c'est-à-dire on réunit une dizaine de volontaires autour d'une table et pendant 2 heures, on administre un questionnaire avec des questions ouvertes où ils nous partagent leur expérience et leurs réflexions, les informations au sujet de misogynie, homophobie et transphobie des élèves dans les écoles.
Cette focus group, ça fait une cinquantaine d'enseignants-enseignantes et euh, on a touché plus qu'une centaine d'établissements parce qu'il y avait des enseignants-enseignantes là-dedans qui avaient travaillé dans plusieurs établissements. Et, euh, et donc, deux choses que je veux partager avec vous. Donc, la première chose, mais c'est peut-être des choses que vous connaissez mieux que moi puisque vous travaillez avec des ados, donc je suis désolé là. Mais première chose, c'est que ces enseignants-enseignantes, dont plusieurs avaient plusieurs années d'expérience, ont dit la situation s'est radicalement dégradée depuis 2, 3, 4 ans. Donc là, évidemment, il y a des hypothèses, la COVID, les influenceurs, les médias sociaux, Trump, Andrew Tate, etc. C'est difficile évidemment d'avoir une réponse extrêmement précise sur c'est quoi la cause, mais en tout cas, il y a ce constat qui est pas mal partagé par une très grande majorité que ça s'est dégradé depuis quelques années. Il y a des exemples, là on est à l'école, là. Donc là on parle d'action, donc ça va de perturbation sur le mode de l'humour moins drôle dans les classes, généralement quand des sujets sensibles sont abordés. Donc, sujets sensibles, on s'entend là, c'est sensible, pas si sensible que ça, mais des enseignants nous disent, ben, c'est le 8 mars, on parle de l'histoire des femmes, on consacre quelques minutes à parler d'une femme modèle ou des choses comme ça. Euh, l'histoire du droit de vote, ou au Québec, il va y avoir quand même des écoles ou des établissements, des enseignants-enseignantes qui affichent le drapeau arc-en-ciel, donc le drapeau de la diversité de genre et sexuel. Il y a des écoles qui célèbrent au mois de mai, je pense au mois de juin, le mois ou la semaine de la diversité de genre et sexuel. Et pendant ces moments-là, il y a des mobilisations individuelles ou collectives de jeunes hommes, c'est presque tout le temps des hommes qui perturbent, insultent, graffiti, se mettent en groupe aussi devant. Il y a quelques écoles au Québec qui ont des comités de la diversité pour les élèves de la diversité et leurs amis solidaires. J'ai des témoignages. 8, 10, 12 jeunes se présentent devant le porte du local pour intimider et menacer les jeunes qui veulent participer à l'activité, là. C'est vraiment intense, là. Il y a des jeunes de la diversité qui veulent plus participer au comité parce qu'ils ont peur d'être intimidés, menacés et harcelés. Il y a des comités qui ont changé de nom. Maintenant, c'est des comités de Donjons et Dragons où ils se cachent sous une autre identité. Euh, et il y a des écoles, à part les graffitis, où plusieurs écoles, où les drapeaux de Arc-en-Ciel ont été brûlés par des élèves en plein jour devant leurs camarades qui filmaient ça sur leur téléphone et tout le monde riait et jubilait de joie là. Suite à cette enquête, ma première conclusion, c'est que c'est beaucoup plus simple d'enseigner à l'université. Mais évidemment, c'était pas ça l'objectif. Euh, et, euh, et donc, évidemment, la question, et je finis avec ça, la question c'était, mais c'est qui ces jeunes garçons? Parce que, comme en France, ici, il y a un- il y a beaucoup d'attention qui est portée à l'islam. Et donc, en fait, il y avait eu dans les reportages médiatiques dont j'ai parlé une focale sur les écoles où il y avait une forte population migrante musulmane, donc des jeunes garçons musulmans. Et donc, évidemment, c'est pas 100% des jeunes garçons musulmans qui sont impliqués dans ces comportements-là, mais il y avait des témoignages, et moi j'en ai recueilli dans mes focus group, de témoignages par rapport aux jeunes musulmans qui ont une interprétation très conservatrice de leur religion et qui disent que l'homosexualité, ça n'existe pas ou c'est interdit, bon, des choses comme ça, que les femmes doivent être à la maison, etc. Donc ça, c'est pour la question de l'islam, mais mon enquête m'a montré que, par effet de comparaison, j'avais aussi des enseignants-enseignantes qui me parlaient d'écoles où il n'y a pas de population migrante. Les jeunes élèves, ils sont de vieilles origines européennes, françaises. Le Québec, hein, c'était la Nouvelle-France, comme vous le savez, j'imagine. C'est une colonie française. Euh, Comme la Guadeloupe, mais clairement, la Guadeloupe, c'est plus sympa comme température. Mais en tout cas, bref, nous, on est resté ici, quelle erreur. Donc, des écoles, je dirais, blanches, pour le dire comme ça, où ils ont les mêmes problèmes, c'est toujours des garçons. Et là, un des profils de garçons qui est problématique, c'est les garçons qui sont dans les profils sport ou dans les équipes de sport. Nous, ici, le hockey. Et j'ai vu des articles dans les médias en France où on mentionne le même problème avec des équipes sportives d'école. Et là, il y a un esprit de groupe et les jeunes qui harcèlent ou menacent le comité de la diversité, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les enseignants disaient, c'est les jeunes de l'équipe de hockey qui perturbent nos classes, qui perturbent même des formations
sur la question de la diversité sexuelle ou sur la question de la sexualité consentante et respectueuse, ils se mettent en groupe dans le fond de la classe, ils rigolent, ils perturbent, ils insultent. Et donc, ça n'a rien à voir avec la religion, l'islam ou une autre d'ailleurs. Ça a à voir avec le hockey. Et pour finir, dans un des focus group, j'ai eu une enseignante qui a dit oui, mais il y a aussi les jeunes qui font des saluts nazis. Alors, je lui ai dit à l'école? Elle dit oui. Et donc, j'ai dit, mais OK. Et là, j'ai regardé les autres, ses collègues qui n'étaient pas des mêmes écoles. Là, c'était focus group de différentes écoles. J'ai dit, vous avez des cellules nazies, vous aussi, dans votre école? Puis là, ils m'ont regardé, ils se sont dit, ah oui, tout le monde était comme, oui, oui, on a tous des cellules nazies dans notre école. Et là, à partir de là, dans mes focus group, j'ai commencé à poser la question des cellules nazies. Et en fait, au Québec, en 2025, dans vraiment plusieurs écoles, il y a des jeunes qui font des cellules nazies. L'hypothèse la plus empathique, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ça pour attirer l'attention et par provocation. Mais la version la moins empathique, c'est qu'ils savent pas mal ce qu'ils font, que c'est lié à du sexisme, de la misogynie, et de l'homophobie, de la transphobie, que c'est souvent les mêmes qui font ça devant des camarades racisés. Et certains font ça en disant explicitement, ben, Elon Musk le fait, pourquoi je le ferais pas? Euh, et quand ils parlent contre les trans, ils disent, ben, Trump est en train d'interdire les trans. Pourquoi j'ai raison de dire ce que je dis? C'est mon opinion, j'ai le droit à mon opinion. Et donc, voilà. Donc, désolé, j'ai déprimé tout le monde, là, mais sauf les nazis. Mais je sais pas si Je suis pas sûr qu'ils soient très nombreux dans le public là. Merci, merci d'avoir parlé de cette étude. Voilà, j'ai hâte de lire les premiers articles ou le bouquin qui devrait sortir, j'imagine, dans les prochains temps. ouais. Je vais faire un peu le tour des questions qui sont apparues dans le chat. Alors, il y a une question que moi aussi j'avais envie de vous poser ok, génial, c'est terrible. Mais est-ce que vous avez des conseils pour nous qui sommes en présence du public pour les accompagner? Donc, c'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, mais c'est pas une question facile. Parce que là, je crois qu'avec Madame Ledeuf, vous êtes assez d'accord sur le fait que c'est plus facile d'enseigner à la fac que d'enseigner en collège, lycée ou de s'occuper d'ados. Alexandra, alors je crois que vous avez répondu là avec votre étude, demandait y a-t-il des études sur les hommes réceptifs au discours mascu, certaines classes sociales plus que d'autres, point d'interrogation. Voilà, donc c'est un peu une question, mais vous avez déjà répondu, voilà. Mais si vous avez d'autres éléments. Valérie qui, voilà, à un moment donné, vous avez mis en parallèle transhumanisme et transgenre, mais je pense juste que c'était votre langue à fourcher, voilà, qui rappelle que c'est pas la même chose. Anne, qui oui, sur la façon de détourner les aides aux femmes ou les subventions pour la lutte pour l'égalité de genre, qui rappelle que les structures d'aide aux agresseurs sont financées par des fonds dédiés aux droits des femmes et non par des fonds extérieurs. Donc ça prend de l'argent entre guillemets pour lutter contre les violences conjugales. Et voilà, et Christine qui explique qu'elle a c'est pas forcément uniquement l'extrême droite ou l'islam radical hein, qui développe ce type-là de propos, de discours, et qu'elle avait deux collègues, hein, donc j'imagine qu'elle bosse dans le secteur social ou médico-social ou peut-être dans l'éducation nationale, deux collègues qui sont masculinistes, en faisant référence à Alain Soral ou à ce qu'on appelle des pick-up artistes. Euh, vous pouvez peut-être en dire un mot, c'est intéressant. Voilà, donc ça c'est les commentaires. Je vous laisse peut-être réagir à ça. Et puis moi j'aurais aussi envie de vous lancer très rapidement sur la question d'un truc quand même qui est très intéressant qu'on a un petit peu en France. Je suis tombé sur deux trois vidéos sur Insta là-dessus qui m'ont à la fois fait marrer mais qui m'ont un peu inquiété sur les tradwives. Donc, quand les femmes elles-mêmes reprennent ce discours-là, et voilà, et qui me semble plus développé outre-Atlantique que chez nous, mais qui est vraiment existant chez nous aussi. Voilà un petit peu, voilà, je vous livre tout ça. Euh, voilà, je sais pas ce que ça vous inspire. Je vous laisse répondre. Voilà, Tradweb, et je regarde, parce que je regarde le chat aussi, là. On mentionne, c'est ça, que c'est pas seulement
extrême droite et islam radical, mais que ça peut être beaucoup plus banalisé. Tout à fait, mais j'ai terminé avec la recherche que je menais parce qu'on essaye quand même de trouver des catégories d'élèves et, euh, et aussi parce qu'en fait, comme je l'ai dit, dans les médias, il y avait cette focale sur l'islam radical que j'ai voulu creuser et voir. Mais je disais, c'est pas possible que ça soit uniquement limité à des élèves musulmans. Donc, c'est ce que je viens de vous partager. Euh, En finissant de manière un peu spectaculaire avec les saluts nazis, mais évidemment, vous pouvez tout à fait être un jeune qui fait pas de salut nazi, qui n'est pas musulman et qui joue pas dans une équipe de hockey et qui peut être tout à fait convaincu que les jeunes garçons sont victimes de la société, et que tout va mal pour eux, on en a juste pour les jeunes filles ou pour les jeunes de la diversité de genre et sexuelle. Absolument. Et comme j'ai dit au début, le masculinisme, il a des moments où il est plus organisé, et j'ai parlé de Trump et de Musk, et donc des plus puissants, mais il est aussi diffus et je dirais même plus, cette idée que les hommes sont en crise, c'est une idée qui relève pour beaucoup de personnes du sens commun, là. Et donc, moi, dans mes classes, parce que j'enseigne sur ces sujets-là, je fais régulièrement des sondages maison, là, ça n'a pas de valeur scientifique, là. Mais on fait comme une activité collective dans mes classes et je demande aux étudiants et étudiantes de se mettre en petits groupes et pendant une 15-20 minutes de discuter entre eux et elles si ils ont des exemples de masculinisme dans leur vie quotidienne, là, pas une déclaration de Zemmour ou je sais pas, là. Et généralement, la discussion dure assez longtemps parce qu'ils ont presque toutes et tous des exemples dans leur famille rapprochée, leurs amis, leurs conjoints, des fois leur oncle, dans l'oncle, là. Mais la journée où on va trouver cet oncle-là, on va s'en débarrasser. Mais donc, bref, il y a toujours quelqu'un dans le cercle rapproché, des fois c'est leur patron, des fois que c'est un camarade de travail, qui tiennent des propos masculinistes de manière plus ou moins sophistiquée, plus ou moins élaborée, plus ou moins fondée sur de la pseudo-science, l'âge des cavernes, là, les hormones, tout ça, j'en ai parlé. Et donc, et selon moi, c'est un discours qui est plus diffus que, par exemple, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, l'antiféminisme religieux ou chrétien, qui dit avorter, c'est mal. Ben, avorter, c'est mal. J'imagine que si vous êtes une femme et que vous ne croyez pas en Dieu ou que ce n'est pas votre conception de la religion, ben, ça ne vous affectera pas tellement, à part que ça vous embête que le type dise ça, mais il n'ira pas vous chercher. Alors que une des forces du discours masculiniste, c'est que, et je reviens à la socialisation genrée des hommes et des femmes, les femmes, je ne dis pas que c'est dans leur gène ou que c'est naturel, mais les femmes sont socialisées pour être plus dans l'empathie et dans la prise en compte des problèmes des autres. Et le discours masculiniste, il est génial pour ça parce qu'il va chercher en fait chez les femmes l'empathie en disant, ben, vous nous faites souffrir, en fait, on a mal à cause de vous, là, donc c'est triste, aidez-nous. Et donc, ça, c'est beaucoup plus efficace que de sortir un extrait de la Bible qui dit, je sais pas quoi là, par rapport à l'avortement, par exemple. Et donc, vous avez tout à fait raison de dire, et donc, les tradwives et des femmes taillis discussion, je pense, en France, là, qui est comme d'extrême droite, là, je reviens à l'extrême droite, je suis désolé. Euh, il y a effectivement régulièrement des femmes qui accompagnent ces mouvements, qui les portent elles-mêmes et qui revendiquent elles-mêmes. Et là, je suis désolé, ça revient avec la question de l'extrême droite, là, mais les quelques études qu'il y a sur les tradwives, c'est qu'elles sont généralement aussi euh, elles défendent généralement un nationalisme xénophobe et une sorte de suprémacisme blanc et les traditions, la famille. La femme est responsable de la famille hétérosexuelle qui est le fondement de la nation. Bon, c'est pas très original, mais c'est ça qu'elles disent. De la nation chrétienne, de la nation européenne, de la civilisation occidentale, là. On est vraiment là-dedans, avec évidemment son corollaire que tous les problèmes de sexisme dans notre société, c'est lié à l'immigration musulmane, pour simplifier, là. Je me permettrai de citer Raymond Queneau pour donner une note peut-être humoristique à la fin. On est toujours trop bon avec les femmes. C'est dans les œuvres complètes de Salimara. Et moi, souvent, je suis interpellée par la misogynie qui existe chez les femmes aussi. C'est un travers que des femmes cultivent sans être d'extrême droite, mais qui considèrent qu'on accorde trop de place aux femmes dans la vie sociale. Et
quand il y a eu le meurtre de Marie Trintignant, j'ai vu des réactions ici de femmes qui ne se considéreraient sûrement pas comme misogynes, mais qui disaient oh, encore, voilà, on accorde trop de place à ce genre de choses. Donc, il y a une piste à explorer sur la fonction des femmes et surtout des femmes qui ont passé les 50 ans et qui se considèrent malgré tout comme, au fond, devant défendre un ordre traditionnel. Et elles peuvent être de gauche, malheureusement. C'est bon, c'est évident que du côté de l'extrême droite, ça doit être tous les jours et tous les quarts d'heure. Mais moi qui ne fréquente que peu de gens finalement, et sûrement pas des gens d'extrême droite, je l'ai entendu aussi. Et c'est une structure plus ancienne. Vous avez cité Caton, Caton l'Ancien. Et, Romain, si chacun de vous gardait mieux sa femme, les rues de Rome seraient mieux fréquentées. Bon, voilà, ça nous renvoie à l'Antiquité, mais ça existe encore. Merci. On s'approche doucement de la fin de ce webinaire. J'ai Mathieu qui bosse en prévention spécialisée, hein, donc le travail social de rue, souvent dans les quartiers populaires, dit que finalement, lui, dans ce qu'il constate autour de la prégnance des discours masculinistes, c'est presque plus chez les protestants évangéliques ou chez les loups gris, donc on va dire la version turque politique voilà, qui est très présent en Alsace, entre autres, hein, chez nous. Voilà, et il fait référence au bouquin d'Olivier Roy, La Sainte Ignorance, hein, qui traite du fondamentalisme religieux et de cette recherche de découplage entre la culture et le religieux, de créer un religieux pur qui pourrait être aussi, selon lui, un des fondements du masculinisme. Voilà, j'espère, Mathieu, que j'ai bien résumé votre propos. Alors, hop, est-ce que l'un et l'autre, Madame Le Deuf, Monsieur Dupuy-Derry, un petit mot de fin avant qu'on clôture, vous souhaitez, est-ce que vous souhaitez conclure par quelque chose, Madame Le Deuf, peut-être pour commencer? Eh bien, puisqu'il y a des enquêtes en cours, moi, je voudrais apprendre, quand les enquêtes auront été terminées, comment des jeunes hommes qui sont passés par là, finalement, en sortent. Parce que ça serait tout de même restimuler l'optimisme d'apprendre qu'au bout de quelques années, malgré tout, ils lâchent ce genre de bêtises avec le hockey ou avec le foot euh, et comment ils s'humanisent finalement, si tant est qu'ils s'humanisent. Voilà, ça c'est pour plus tard. Merci pour cette note d'optimisme que je partage personnellement. Ouais, tout comme c'est intéressant de voir les sortants, les personnes qui sortent de mouvements radicaux, de mouvements sectaires, ça serait intéressant de voir les personnes qui sortent de mouvements et de discours masculinistes. Je partage complètement. Monsieur Dupuy-Derry. Ben, peut-être pour terminer, là, moi, je suis un petit peu, j'ai un défaut, là, j'en ai plusieurs, en fait, mais d'être un peu pessimiste, pas un peu d'ailleurs, d'être pessimiste plutôt qu'optimiste. Donc, je suis pas très bon pour les conseils pratiques, stratégies, comment améliorer la situation. Mais deux choses quand même à ce sujet-là. J'ai parlé au tout début, là, et Michel Ledeuf les nommait les types sympas ou les hommes justes. Mais je pense qu'il y a moyen il faut faire un peu de recherche, là. Ils sont pas très bien mis en valeur, c'est correct, là, mais
en faisant un peu de recherche, là, on trouve, et je l'ai mentionné là, dans toutes les catégories et dans toutes les traditions, des modèles d'hommes qui prennent même des fois dans certains contextes des risques pour leur vie pour défendre les droits des femmes. Et ça nous brise de stéréotypes qu'on a. Je mentionne souvent, par exemple, le cas de l'Afghanistan, qui est généralement considéré comme les portes de l'enfer patriarcal. C'est vrai que ça va pas très bien, mais en Afghanistan, il y a une tradition d'hommes qui défendent les droits des femmes en Afghanistan et des filles. Il y a des hommes en ce moment qui sont en prison en Afghanistan parce qu'ils ont enseigné clandestinement à des fillettes. Et donc, dans les années 80, quand c'était les marxistes qui étaient au pouvoir en Afghanistan, ben, c'était des marxistes, donc c'était pour l'égalité des hommes et des femmes. Évidemment, les Américains, les Français, BHL et les autres, les femmes ne les intéressaient pas, donc ils ont financé les Moudjahidines pour qu'ils les fassent tomber. Mais donc, si vous allez dans des pays différentes traditions, bref, vous en avez toujours. Vous avez des groupes de musique, là, je le retrouve pas, malheureusement, je le cherchais tout à l'heure, là, un groupe de musique palestinien qui a une chanson contre le sexisme dans la communauté. Vous avez des traditions révolutionnaires, hein, même Thomas Sankara, par exemple, au Burkina Faso, a des conférences qui sont publiées sur les droits des femmes. Donc ça, je pense que ça peut. Puis vous avez des sportifs qui prennent position. Je vous ai parlé de Dave de Cabal, qui est un musicien en France, là, qui est basé à Paris. Donc ça peut être des modèles qu'on peut donner aux jeunes garçons qui se cherchent des fameux modèles, là, de leur dire, ben en fait, c'est glorieux aussi d'être pour l'égalité. Donc on joue en fait avec les références à la masculinité. Et la dernière chose que je veux dire, c'est oui, en Turquie aussi, mais partout en fait. Il s'agit de chercher puis on trouve. Euh, la dernière chose que je veux dire, c'est dans cette discussion sur les garçons vont mal, et les garçons vont mal, et les garçons vont mal, ce que j'ai peur, c'est que des fois, on oublie les filles. Parce qu'en fait, c'est elles qui les gèrent, les garçons. Et il faut aussi penser à si on dit, ah, ben depuis 3 4 ans, les adolescents hommes sont de plus en plus sexistes, sont de plus en plus misogynes, sont de plus en plus ceci, cela, comment on peut aider ces garçons? Ben, il faut aussi penser à comment on aide les filles, parce que les filles, elles sont capables de se défendre, là, mais les filles, c'est elles qui sont prises avec eux, surtout si elles sont hétérosexuelles. Et la bonne nouvelle, pour finir sur une note positive, voilà, pour une fois dans ma vie, c'est qu'en fait, ce que les études montrent, c'est que, et c'est en grande partie grâce aux médias sociaux, les jeunes filles des années 2020 sont plus féministes, plus jeunes que leur mère et que leur grand-mère en termes de nombre, là. Elles ont accès à plus de discours féministes de différents formats sur le web et elle voit aussi l'antiféminisme sur le web. Et donc, à 14 15 ans, il y a plus de jeunes filles féministes qu'on avait en 2000 ou en 1990 ou en 1950. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et il y a aussi des jeunes garçons qui sont progressistes. Mais Merci. on y arrive, hein. Mais tout le monde arrive à être optimiste. Merci. Madame Le Dabb, vous vouliez réagir? Merci beaucoup, Francis Dupuy-Derry, parce que ça, en effet, c'est une note tonique, très tonique. Mais merci à vous. Vous n'êtes pas sur les médias sociaux, vous n'avez pas eu besoin de ça pour devenir féministe, mais ça aide quand même un peu. Super. Alors, bah, merci beaucoup, Michel Ledeuf, Francis Dupuy-Derry, pour vos analyses, pour votre analyse, et puis aussi pour ce recul-là que Madame Ledeuf, vous nous avez permis de prendre. Monsieur Dupuy-Derry, on a hâte de lire les résultats de votre enquête. On se retrouve pour les prochains webinaires dans quelques semaines. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. Lydia, je te laisse la parole. Merci, merci, merci. Avant de nous quitter, si vous pouviez nous accorder quelques minutes de plus pour répondre au questionnaire de satisfaction qui est sur le chat, il y a le lien. Ça nous permettrait vraiment encore d'alimenter et aller plus loin dans nos réflexions et de ce qu'on peut vous proposer. Et puis, je voulais aussi dire un tout grand merci à l'équipe qu'on ne voit pas pour organiser tout ça. Parce que ça, c'est pas fait tout seul. Donc, un grand merci pour l'équipe, on va dire en réflexion avec Monsieur Bruno Michon, Catherine Schneider, Nofisa Simula. J'espère ne pas en oublier. Donc c'était la première équipe. Et puis, l'équipe technique, Kevin Schaeffer
qui a assuré sur la partie Zoom et l'enregistrement. Et Anissa qui a suivi et qui veillait à tout sur la partie logistique. Si j'oubliais des choses, elle me rappelait un petit peu à l'ordre. Donc merci à tout le monde, merci aux intervenants. Et puis, bah, hâte de vous retrouver pour la suite de ce cycle de webinaires qui, j'espère, apportera encore. Voilà, là, on a posé les bases grâce à vous. Et on espère aller plus loin sur la partie du soin et la partie de la prévention sur les suivants. Au revoir. Au revoir tout le Au monde. revoir.